On est une filiale de Bouygues. Alors, à l'origine, on était même le département de recherche opérationnelle de Bouygues. On s'appelait le iLab. Donc, à la RODEF, on était assez connu sous le nom de iLab. Maintenant, on est devenu une filiale qui s'appelle Local Solver. Donc, pendant des années, on a traité des problèmes de recherche opérationnelle pour Bouygues. Et depuis 4-5 ans, on a créé une filiale qui s'appelle Local Solver, qui traite toujours des problèmes de recherche opérationnelle pour Bouygues, pour des sociétés à l'extérieur du groupe Bouygues, et qui commercialise aussi un produit qui s'appelle Local Solver, qui est un solver d'optimisation. Alors, si on doit résumer Local Solver en un slide, ça c'est issu de la présentation commerciale, c'est que Local Solver, c'est, on va dire, un solver un peu tout-terrain, qui est fait pour traiter des problèmes, à l'origine des problèmes d'optimisation combinatoire, mais qui traite aussi des problèmes d'optimisation continue et mixte. On l'a conçu dès le début pour traiter des problèmes de grande taille, donc avec des dizaines de milliers, centaines de milliers de variables. Et il a aussi été conçu pour fournir de bonnes solutions très rapidement. Alors quand je dis très rapidement, l'ordre de grandeur, c'est quelques minutes. L'idée, c'est que dans les problèmes qu'on rencontrait chez Bouygues, on avait besoin de pouvoir sortir des solutions à des problèmes d'optimisation combinatoire de grande taille en quelques minutes. Donc, ce produit a été développé donc, pour répondre à nos besoins. Maintenant, on le commercialise à l'extérieur. Et on a toujours gardé cette idée donc, de produire des solutions très rapidement. Donc, pour ça, on a dû abandonner les approches classiques qui sont de l'énumération intelligente. Ici, on est basé uniquement sur des heuristiques faites pour sortir des solutions très rapidement. Alors, juste, ici, vous avez quelques-uns de nos clients donc, qui ont des licences Local Solver. Alors, si vous regardez un petit peu, on a quelques sociétés qui sont dans le groupe Bouygues, donc ça a commencé vraiment autour de nous, et puis ça s'est étendu petit à petit en France, en Europe, et comme on a maintenant aux États-Unis aussi. Et comme on a un revendeur japonais, on a aussi eu des licences qui ont commencé à se vendre à partir du Japon. Donc c'est pour ça que vous avez du Fujitsu, Universal Studio, Japan, etc. dans nos clients. Ok, donc ça c'était pour le contexte de la société. Alors Local Solver, comment ça marche, comment on s'en sert? Alors Local Solver, c'est un solver model and run, dans le sens où vous décrivez votre problème avec un modèle mathématique, vous le donnez au solver et c'est lui qui s'occupe de la résolution. Donc, si on prend un premier exemple qui est le problème de facility location, localisation d'entrepôt, P médian, enfin, on l'appelle un peu comme on veut. L'idée c'est qu'on a N sites et qu'on cherche à construire P entrepôts, hôpitaux, ce qu'on veut. Bref, on veut construire P hôpitaux et le but c'est que chaque ville soit le plus proche possible d'un dépôt ou d'un hôpital. Alors ça, c'est un problème assez classique en optimisation combinatoire. Et là, le modèle Local Solver, il est assez simple. On commence par créer n variables booléennes, une par ville, qui va simplement prendre la valeur 1 si on décide de construire un dépôt sur cette ville-là, 0 sinon. Une somme qui nous dit qu'on veut construire exactement P dépôt. Ensuite, pour chaque ville, on a ça doit être ma 3e ligne ou 4e ligne. On a cette fonction ou cette expression un petit peu complexe qui calcule la distance au dépôt le plus proche. Donc pour chaque ville, la distance au dépôt le plus proche, alors c'est juste des conditions booléennes. Et ensuite, on minimise la somme de ces distances au dépôt le plus proche. Et c'est ce qu'on veut dire par model and run, c'est-à-dire qu'il y a juste à écrire ce modèle mathématique, donner ça au solver, et là, sur le P médian, on a d'assez bonnes solutions en des temps très rapides, sur les instances de la ORlib, par exemple. Ok, donc ça, c'était un exemple d'optimisation combinatoire. Maintenant, un autre exemple d'optimisation continue, alors ça, c'est un problème joué qu'on aime bien, c'est un problème d'optimisation de forme. Donc on essaye de construire un seau de volume maximal avec une contrainte sur la surface de métal utilisée. Donc la surface de métal utilisée pour un seau, ça va être ce qui nous sert à faire le dessous et tout le tour. Donc dans ce modèle-là, on a 3 degrés de liberté, le rayon donc, de la base de mon seau, la hauteur, et le grand rayon qui est le rayon du sommet de mon seau. En bas à gauche, vous avez les différentes équations
qui décrivent le volume en fonction de mes 3 paramètres et la surface extérieure du seau en fonction des 3 paramètres. Et à droite, vous avez le modèle local solver où on crée 3 variables de décision qui sont des variables continues, pardon. Vous créez une expression qui est le volume, qui est juste l'opération mathématique qui était en bas à gauche. La même pour la surface. Et vous dites que vous maximisez le volume avec une contrainte que la surface doit être inférieure ou égale à pi, ici, pour, sur ce problème joué. Alors, sur ce problème joué, vous avez juste à écrire le modèle. Là, il n'y a même pas de données à lire. Vous donnez ça à local solver. Et ici, vous avez normalement la solution optimale en moins d'1 seconde sur ce problème-là, parce que c'est un problème assez simple, juste à 3 variables. Donc voilà sur comment on utilise local solver sur des problèmes assez classiques, que ce soit en optimisation combinatoire ou en optimisation continue. Pour modéliser votre problème préféré, vous avez toute cette liste d'opérateurs. Donc vous pouvez créer des décisions booléennes, flottantes ou entières. Vous avez les opérateurs arithmétiques classiques, ceux que vous pouvez retrouver dans java.mat ou dans toutes les librairies mathématiques, donc les racines carrées, les puissances, les valeurs absolues, le minimum, le maximum, le cosinus, sinus, etc. Vous avez aussi tous les opérateurs logiques, donc vous n'avez pas besoin de les linéariser, vous les utilisez tels quels, et tous les opérateurs relationnels aussi classiques. Et si jamais dans toute cette liste d'opérateurs, il vous manque votre opérateur, je ne sais pas, vous avez besoin d'un arc tangent, d'un arc sinus, on a un opérateur générique qui s'appelle call, qui vous permet d'implémenter votre propre opérateur pour construire votre modèle. Ok, donc là vous avez eu un tour assez rapide de ce qu'était local solver jusqu'à sa version 5.5 ou 6. Et depuis, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le set-based modeling, modélisation ensembliste. Et l'idée derrière ça, c'était d'attaquer des problèmes de tournée de véhicules avec des modèles de permutation. Alors, j'avais pas vu le contenu de la plénière en préparant mon talk, mais du coup, ça s'intègre assez bien, parce que c'est vraiment une extension ou en tout cas, c'est assez complémentaire avec ce que Kenneth Sorensen a présenté ce matin. Alors, le plus simple des problèmes de tournée de véhicules, je pense, c'est le problème de voyageurs de commerce, le problème de TSP. Et si on prend la définition de ce problème-là dans le Garrett-Johnson, il est décrit de la façon suivante. On a un ensemble de villes, M villes, une distance entre chaque paire de villes, et un entier positif. Et la question, c'est est-ce qu'il existe un tour, donc une permutation des villes, telle que la somme des distances entre les villes consécutives dans la tournée, plus la distance de l'arc de retour, donc entre la dernière ville et la première ville, est inférieure à notre entier B. Donc là, c'est la version problème de décision. Et finalement, si on regarde dans cette définition, les solutions ici sont déjà décrites comme des problèmes de permutation. Alors, avec tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, on peut modéliser le problème de voyageurs de commerce avec un modèle de permutation, juste en utilisant des variables booléennes. Vous mettez x, j qui est égal à 1 si la ville i apparaît à la position j dans votre tournée. Et là, vous avez un modèle de voyageurs de commerce. Bon, faut construire toutes les autres opérations par-dessus, mais c'est pas très compliqué. Le principal inconvénient, c'est que quand vous construisez un modèle comme ça, en x, y, j, c'est que vous avez n carré variables de décision. Donc si vous avez 1000 villes, vous avez 1 million de variables de décision. Et 1 million de variables de décision, ça commence à être la limite de ce que peut traiter local solver. Donc si vous voulez aller au-delà, si vous voulez traiter les problèmes que Kenneth Sorensen présentait ce matin, ça va être difficile avec cette modélisation-là. Donc pour ça, pour répondre à ce problème-là, on a introduit la notion de variable de liste, ou les listes. Donc une liste, ça se définit avec un entier n qui va être la taille de la liste, enfin la taille du domaine de définition de la liste. Et la liste, ça va être simplement un sous-ensemble de ce domaine, sans répétition. Donc si vous créez une liste de taille n, elle peut contenir tous les entiers de 0 jusqu'à n-1 de façon unique.
et l'ordre peut varier. Donc si la liste par exemple 0, 1, 2, c'est une sous-liste c'est une liste qui peut être générée par notre opérateur, par notre variable. La liste 1, 0, c'est aussi une liste qui peut être générée, qui est différente parce que l'ordre n'est pas le même. Par contre, vous ne pouvez pas avoir 0, 1, 1 dans vos variables, parce que là, il y a une répétition de l'entier 1. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez générique, et par-dessus, on a construit des opérateurs. Donc sur mon tableau, il y a ces nouveaux opérateurs qui viennent se rajouter. Donc vous avez le count pour compter le nombre d'éléments dans la liste, c'est quelque chose d'assez classique. Vous pouvez accéder au IM élément de la liste. Vous pouvez savoir si un entier est contenu dans la liste ou pas. Et à partir de ça, on peut commencer déjà à modéliser certaines choses. Notamment, si je rajoute une contrainte comme quoi ma liste doit être de taille n, ça veut dire que je ne calcule plus une sous-permutation, je calcule juste une permutation de mon ensemble mon ensemble 0, n-1. Et ça, on sent que ça va être intéressant pour les problèmes de tournée, parce qu'on cherche à calculer des permutations, notamment dans le problème du TSP. Alors avec ces contraintes, voilà, on peut commencer à faire des choses. Par contre, sur les listes, ce qu'on veut, et notamment dans le cas du TSP, c'est calculer des choses. Et pour ça, on a introduit des opérateurs variadiques. Alors, un opérateur variadique, c'est un nom un peu barbare, mais l'idée est assez simple. On prend un intervalle, on prend une fonction, pardon, on l'applique sur chaque élément d'un intervalle, et on agrège les résultats. Par exemple, vous avez la notation mathématique. Si on fait la somme de FI pour I allant de A jusqu'à B, bah, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On applique la fonction F sur chaque élément de l'intervalle A, B, et on agrège les résultats en faisant une somme. Donc ça s'écrit, vous avez la dernière ligne, pardon, qui est le modèle local solver de la formule mathématique qui était au-dessus. Et ça, c'est assez pratique pour les problèmes de tournée de véhicule. Pourquoi? Ou au moins les problèmes de tournée. Parce qu'on peut calculer notre fonction f à la position i, ça peut être justement la distance entre le client i-1 et le client i. Donc si on applique ça au problème de voyageurs de commerce, voilà ce qu'on obtient. Donc on reprend la définition du problème de TSP. Alors je l'ai modifié pour que ça soit en version optimisation et puis on va en version décision. Donc on a un ensemble de m-villes, on cherche à calculer la permutation qui minimise la somme des distances. Et en mon local solver, on crée une liste de taille m pour les m-villes. On dit que dans cette liste, on veut avoir toutes les villes, donc on met une contrainte pour dire que la taille de la liste doit être égale à m. Et puis on minimise la somme allant de 1 jusqu'à m-1 des distances entre la ville i-1 et la ville i, plus la distance de l'arc de retour qui est tout à la fin. Donc là, voilà, en 3 lignes, on est arrivé à modéliser un problème de tournée de véhicule dans local solver. Alors, sur le problème de voyageurs de commerce, finalement, ce modèle à base de permutation, il est relativement simple à comprendre une fois qu'on maîtrise les opérateurs variadiques. Il est suffisamment aussi générique pour pouvoir traiter différents types de problèmes de tournée. Par exemple, ici, j'ai fait aucune supposition sur les distances utilisées. J'ai même pas fait de supposition sur le fait qu'on minimisait ou qu'on maximisait la somme. On aurait pu, les deux modèles sont valides. On peut aussi faire du price collecting TSP. Il suffit d'enlever la contrainte sur la taille de la liste et dire qu'on veut juste un sous-ensemble ordonné de mes villes. Et en modifiant un peu les fonctions de coût, on arrive à faire du price collecting TSP. Et surtout, ce modèle, il est compact. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir n carré variable, comme le serait le modèle booléen, ici on a juste un modèle avec une seule variable qui est linéaire dans la taille du problème. Et derrière ce formalisme de modélisation, on a mis toutes les recettes qui marchent pour optimiser ce genre de problème. Alors, j'avais commencé à lister, mais finalement, ce matin dans la plénière, Kenneth Sorensen en a parlé de à peu près tous les opérateurs qu'il faut implémenter. Donc, c'est pratiquement, ils y sont quasiment tous ou tous dans local solver. Et si on prend des benchmarks sur la TSP lib, donc
qui contient à peu près 130 instances de 17 villes jusqu'à 14 000 villes, enfin 13 500. On a de bonnes solutions en moins de 60 secondes. Là, on a des gaps de l'ordre du pourcent, et si on se limite aux instances avec moins de 800 villes, on est à 0,2% de l'opt pour le TSP. Et si vous essayez d'attaquer ça avec d'autres solvers, hein, ils ont le même problème que nous on avait avec le modèle booléen, c'est que c'est des modèles qui sont assez gros et qui peuvent être difficiles à résoudre. Alors, donc une extension rigolote du problème de TSP, c'est le kinetic TSP. Alors ici, vous partez de la coordonnée 0, 0 sur mon graphe. C'est votre point de départ. Vous avez tous les points bleus à aller chercher. Donc, et on utilise les distances euclidiennes. Donc ça, c'est un problème assez classique. On peut faire de l'approximation dessus. On peut appliquer les techniques classiques. Maintenant, la petite variante, c'est qu'au milieu, en fait, c'est un chat. C'est ça. Que tous les points bleus vont être des souris. Et que dès que le chat se réveille, les souris vont partir dans une direction donnée à vitesse constante. Donc l'instance va bouger en fonction du temps. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème qui est rencontré dans l'industrie, dans certains domaines. Alors, si on fait un petit peu une étude sur ce problème-là, en fait, on s'aperçoit que la solution optimale, et même la plupart des solutions, peuvent être décrites simplement par l'ordre dans lequel les souris vont être mangées. Et une fois qu'on... Donc, pour nous, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'on peut l'exprimer sous forme d'une permutation, d'un modèle ensembliste dans Local Solver. Si on fait un petit peu de mathématiques, on s'aperçoit que finalement, le temps qu'il va falloir au chat pour manger, pour aller chercher chacune des souris, c'est une forme close. Il faut résoudre un système du second ordre, donc c'est relativement non linéaire, mais on arrive à l'exprimer de façon close. Et ben, finalement, on a une permutation, des expressions construites sur cette permutation, donc on peut donner ça à Local Solver, et Local Solver va être capable de, comme il optimise un TSP, d'optimiser ce problème de TSP où les points se déplacent en fonction du temps. Voilà. Donc, tout ça pour dire que notre formalisme, il permet de prendre en compte le TSP, mais on peut aussi être plus large et prendre d'autres types de problèmes, d'autres variantes des problèmes de tournée. Alors si on revient à des problèmes quand même un peu plus industriels, ce que veulent traiter les gens, souvent, c'est pas juste un problème de tournée de véhicule, c'est plusieurs problèmes de tournée, donc avec plusieurs camions. C'est ce que présentait ce matin Kenneth dans sa plénière. C'est tous les problèmes de CVRP et VRP. Donc pour traiter ces problèmes-là, il va falloir avoir plusieurs listes. Une liste par camion, et pour ça, et pour pouvoir modéliser un peu tous ces problèmes-là, on a rajouté des opérateurs qui fonctionnent sur un ensemble de listes. Par exemple, l'opérateur disjoin va vous dire si deux listes sont disjointes, ou si k-listes sont toutes 2 à 2 disjointes, et partition va vous dire si les k-listes forment la partition de votre ensemble de villes. Donc là, vous avez le modèle pour traiter les problèmes de CVRP en Local Solver. Donc vous créez la première ligne, une liste par camion, qui va contenir tous les clients. Vous rajoutez une contrainte qui vous dit que toutes ces listes doivent former une partition des clients, donc ça veut dire que chaque client est visité par un seul camion. Et ensuite, pour chaque camion, c'est ce qui est dans ma boucle, vous récupérez la liste des clients visités, vous êtes capable, avec un opérateur variadique, de calculer la somme des demandes sur cette route. Vous pouvez rajouter une contrainte pour dire que la somme des demandes doit être inférieure à la capacité du camion, pour respecter les contraintes de capacité. Et ensuite, de la même façon que le TSP, vous pouvez calculer la distance parcourue par ce camion-là, et votre objectif, c'est de minimiser la somme des distances. Donc assez simplement, en utilisant des listes et des opérateurs interlistes, on peut modéliser les problèmes de CVRP. De la même façon, donc ce formalisme de modélisation, on l'a couplé à un moteur de résolution assez efficace. Et si on prend les instances de la CVRP libre, qui vont de 32 jusqu'à presque 1 millier de clients, on arrive à trouver de bonnes solutions en moins d'une minute. Et de la même façon que le TSP, on est capable de, en changeant un peu les opérateurs utilisés,
Si au lieu d'utiliser une partition, vous utilisez un disjoin, par exemple, vous êtes capable de modéliser un price collecting CVRP assez simplement. Donc, pour illustrer un peu ça, et pour faire suite au talk de ce matin, on a traité il y a quelques temps le problème, donc un challenge proposé par Kaggle, qui était un problème de CVRP assez particulier, parce qu'on avait 100 000 villes, donc là on est bien dans le CVRP XXL, avec des capacités. Donc le problème, c'était optimiser les tournées du Père Noël, et les 100 000 clients, ou 100 000 villes, c'était les enfants qui devaient recevoir leurs cadeaux. Donc le traîneau du Père Noël avait une capacité, et la fonction objective, ou en tout cas les distances qu'on devait utiliser, c'était cette fonction assez particulière qui consiste à calculer la distance sur la surface du globe. Donc on calcule la distance d'un arc. C'est des distances un petit peu complexes à calculer, et vu qu'on avait 100 000 villes, c'est un peu difficile de calculer toute la matrice de distance pour ce problème-là. Plus la distance prenant en compte le poids du traîneau entre chaque client, donc c'était un peu compliqué. À l'époque, on commençait tout juste à travailler sur les problèmes de tournée de véhicules, donc j'avais travaillé sur ce challenge, mais en faisant vraiment un prototype, en élaguant beaucoup de choses dans Local Solver, on est arrivé à bien se classer. Aujourd'hui, si on prend la version 7.5 de Local Solver, celle qui est sur notre site web, on arrive à trouver des solutions qui sont vraiment pas mauvaises sur ce problème-là en quelques minutes. On est très loin de la solution qu'on avait trouvée à l'époque, mais on a quand même de très très bonnes solutions sur ce problème-là. Ok, alors, voilà pour le CVRP. Maintenant, si on revient à des choses un peu plus classiques, parce que malheureusement, on n'a pas le Père Noël dans nos clients. Par contre, on a des gens qui ont des problèmes de CVRP, donc problème de tournée de véhicule, mais avec des fenêtres de temps. Et les fenêtres de temps, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est des constructions qui peuvent être récursives. Quand vous avez besoin de connaître l'heure d'arrivée chez votre client, vous avez besoin de prendre l'heure de départ du client précédent. Donc, comment on peut modéliser ça dans Local Solver avec notre modèle ensembliste? Alors, si on revient au problème de CVRP avec des fenêtres de temps, la date d'arrivée chez le client I, c'est la date de départ du client précédent, donc du client I-1 sur ma tournée, plus le temps qu'il me faut pour aller de I-1 à I. Donc, ça, c'est la partie droite de la formule. Et si jamais j'arrive avant que la fenêtre que le client soit ouvert, avant le début de sa fenêtre de temps, il faut que j'attende devant le client. Donc c'est pour ça que je prends le maximum. Donc la date d'arrivée au client I, c'est le maximum entre le début de sa fenêtre de temps et son heure d'arrivée en partant du client précédent, en fonction de l'heure de départ du client précédent. Ensuite, l'heure de départ du client I, c'est simplement son heure d'arrivée au client I, plus le temps de service pour ce client-là. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à modéliser dans Local Solver pour passer d'un problème de CVRP au problème de CVRP avec des fenêtres de temps. On a besoin d'avoir les dates d'arrivée et départ de chacun des clients. Pour ça, on introduit ce qu'on appelle des tableaux variadiques qui sont finalement l'application d'une fonction variadique, mais au lieu d'agréger les résultats, on les stocke dans une collection. C'est l'expression qui est tout en bas de mon slide. Alors, si je reprends mes équations, en haut, donc ça c'est ce qu'on va chercher à modéliser, on peut l'écrire sous forme d'une fonction dans Local Solver. On prend une route, un client, la date de départ du client précédent, et on dit que la date d'arrivée chez ce client, donc c'est ma première équation, exprimée dans le langage de Local Solver, et que l'heure de départ, c'est simplement l'heure d'arrivée plus le temps de service pour ce client-là. Donc une fois qu'on a créé ça, le CVRP, ça se modélise assez simplement. On reprend ma fonction précédente, hop, on la met en haut, et ensuite on reprend le modèle du CVRP, et pour chaque camion, on est capable de calculer pour chacun de ces clients les heures d'arrivée, les heures de départ, donc l'heure de départ du client, une fois qu'on a fini de le livrer. Et ensuite, on peut rajouter une contrainte pour dire toutes ces heures de départ doivent être inférieures à la fin des fenêtres de temps.
par construction, comme j'ai fait mon modèle, vu qu'on va toujours respecter les débuts des fenêtres de temps, parce que si on arrive avant, on attend devant le client, on rajoute une contrainte pour dire que toutes les fins de fenêtres de temps doivent être respectées aussi. Et donc, on est capable de modéliser comme ça un problème de CVRP avec des fenêtres de temps. Donc, de la même façon, si on prend les instances classiques de la littérature, donc derrière cette modélisation, on a aussi tous les opérateurs de recherche locale qui fonctionnent bien. Et sur des instances entre 25 et 1000 clients, on a des gaps finalement assez faibles au bout de 60 secondes. Donc on arrive à trouver de bonnes solutions assez rapidement. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de notre modélisation ensembliste, mais surtout pour des problèmes de tournée de véhicules. Mais en réalité, ça s'applique à d'autres types de problèmes, et notamment les problèmes d'ordonnancement, par exemple. Le problème de flow shop, ça revient juste à calculer une permutation de mes objets à faire passer sur mes machines. Le problème de job shop, on peut aussi le voir comme une permutation des objets sur chaque machine, plus une fonction d'agrégation qui est un petit peu plus complexe. Donc pour ça, je vous invite à aller voir sur notre site web. On a la modélisation des problèmes de flow shop et de job shop avec des opérateurs ensemblistes. Une autre extension, ça va être les problèmes d'affectation. Donc le QAP, par exemple, le Quadratic Assignment Problem, c'est un des problèmes classiques. Et si vous vous souvenez du début de ma présentation, je vous ai dit, les problèmes de tournée de TSP, on pouvait les modéliser finalement comme des problèmes d'affectation, en disant je mets la ville I à la position J dans la tournée. Mais finalement, c'est vrai pour tous les problèmes d'affectation où on a n éléments à mettre à n positions. On peut formuler ça comme un problème de permutation. On fixe les positions et on permute les éléments qu'on applique dessus. Donc c'est typiquement ce qu'on peut faire avec le QAP. On crée une liste, on dit que qu'on veut former une partition, qu'on veut avoir tous les éléments dans la liste, et on cherche à minimiser. Donc là, c'est l'objectif du QAP, un produit entre une distance et une quantité qu'on doit déplacer entre deux usines. Et sur ces problèmes-là, on arrive à avoir très bons résultats. Des problèmes qui d'habitude sont traités plutôt avec des variables booléennes et des modèles quadratiques. Là, avec des modèles à base de permutation, on arrive à avoir de très bons résultats sur les instances de la littérature. Et pour finir, donc, ici c'est une application industrielle. C'est Stellar. Alors Stellar, c'est une grosse start-up américaine qui est un peu le Uber, mais du jet privé. Donc, pour des gens qui ont des problèmes un peu différents des vôtres et des miens. Et l'idée, c'était d'avoir une affectation de vol à des avions en minimisant les temps de transfert. Donc un temps de transfert, c'est simplement le temps qu'il faut pour aller d'un aéroport à un autre sans client dans l'avion. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher à la compagnie. Et ça peut se modéliser aussi comme un problème de partition avec des listes. Et c'est comme ça qu'on l'a modélisé pour traiter leurs problèmes. Ok, donc là vous avez eu un tour assez complet de notre modélisation ensembliste. Et finalement, ma conclusion, ça va être sur notre feuille elle est visible sur notre feuille de route. Donc on va continuer à améliorer les performances sur les problèmes de tournée de véhicules. Ce matin, il y a eu pas mal d'idées dans la plénière, donc je pense qu'on peut s'en inspirer. Une autre extension naturelle, c'est une fois qu'on traite des modèles avec des ensembles ordonnés, on peut aussi traiter des problèmes avec des ensembles non ordonnés. Donc c'est le prochain opérateur qui sera introduit, un opérateur ensembliste, mais sans notion d'ordre, pour traiter tout ce qui va être problème de bin packing, par exemple, de façon assez efficace. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi avoir traité des problèmes, pourquoi avoir mis d'abord une modélisation ordonnée avant une modélisation non ordonnée. Et l'idée, c'est vraiment, c'était pas d'un point de vue, la difficulté n'était pas d'un point de vue technique, mais plus d'un point de vue modélisation pour l'utilisateur. Comment on utilise des collections non ordonnées. Donc ça, je pense qu'on en parlera l'année prochaine, à la prochaine ROIDEF, sur comment on a pu intégrer ça dans la future version de Local Solver. Donc voilà pour la modélisation ensembliste. Nos gros axes de recherche, sinon, ça va être l'optimisation black box. C'est des modèles pour lesquels on a certaines portions de la fonction objectif qui sont... certaines portions du modèle, que ce soit la fonction objectif ou des contraintes qui sont complètement inconnues.
et qui peuvent prendre du temps à évaluer. Donc ça, c'est tout un domaine de recherche aussi. Et la production de bornes inférieures et plus généralement l'optimisation continue. Et si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite à revenir dans cette salle-là en début d'après-midi. Vous aurez la présentation de Simon Blumier, qui est doctorant chez nous et qui traite ces sujets-là. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je pense qu'on a un petit peu de temps quand même.